Plotin, Première Énéade, chapitre 3 de la dialectique. Quel est l'art? Quelle est la méthode? Quelle est la pratique qui nous conduise où il faut aller? Où faut-il aller? C'est au bien et au principe premier. Voilà ce que nous posons comme accordé et démontré de mille manières. Et les démonstrations qu'on en donne sont aussi des moyens de s'élever jusqu'à lui. Que devra être celui qui s'élève ainsi? Est-ce, comme dit Platon, celui qui, dans une vie antérieure, a vu tous les êtres ou le plus grand nombre d'entre eux? À sa première naissance, il entre dans le germe d'un homme qui deviendra un philosophe, un ami du beau, un musicien ou un amant. Oui, le philosophe, l'ami des muses et l'amant doivent s'élever. Mais de quelle manière? Tous doivent-ils procéder de la même manière ou chacun d'eux d'une manière différente? Il y a deux voies pour ceux qui montent et s'élèvent. La première part d'en bas. La seconde est la voie de ceux qui sont déjà parvenus dans le monde intelligible et y ont en quelque sorte pris pied. Ils doivent s'y avancer jusqu'à ce qu'ils arrivent à la limite supérieure de ce monde. Ce qui marque la fin du voyage, c'est le moment où ils arrivent au sommet de l'intelligible. Laissons de côté la seconde de ces voies et essayons de parler de l'ascension jusqu'au monde intelligible. Distinguons d'abord les divers hommes dont nous venons de parler, et commençant par le musicien, disons quelle est sa nature. Il est ému et transporté par la beauté. Incapable de s'émouvoir de lui-même, il se prête à l'influence des premières impressions venues. Comme un homme craintif et sensible au moindre bruit, il est sensible à tous les sons et à leur beauté. Dans les chants, il évite toute discordance et tout désaccord. Dans les rythmes, il recherche la mesure et la convenance. Après les sonorités, les rythmes et les figures perceptibles au sens, il doit séparer la matière en laquelle se réalisent les accords et les proportions et arriver à saisir la beauté de ces rapports en eux-mêmes. Il doit apprendre que les choses qui le transportaient de joie sont des êtres intelligibles, à savoir l'harmonie intelligible, la beauté qui est en elle, et d'une manière absolue, la beauté et non pas telle beauté particulière. Et il lui faut employer des arguments philosophiques qui l'amènent à croire à des réalités qu'il avait en lui sans le savoir. Nous verrons plus tard quels sont ces arguments. Le musicien peut se transformer en amant, et après cette transformation, il peut rester à ce niveau ou bien le dépasser. L'amant, lui, a quelques réminiscences de la beauté, mais séparé d'elle, il est incapable de comprendre ce qu'elle est. Il lui faut des beautés visibles pour être ému et transporté. Il faut donc lui apprendre à ne pas s'extasier devant un seul corps. Il faut le faire penser à tous les corps, en lui montrant que la beauté qui est identique en tous est différente d'eux, que cette beauté leur vient d'ailleurs, et qu'elle se manifeste davantage dans des sortes d'êtres différents des corps, tels que les belles occupations et les belles lois. On l'accoutume désormais à mettre en des êtres incorporels l'objet de son amour, et on lui montre la beauté dans les arts, les sciences et les vertus. Il faut ensuite lui montrer l'unité du beau et lui apprendre comment il se produit. Alors il faut monter graduellement des vertus à l'intelligence et à l'être. Et arrivé là, il faut suivre la voie supérieure. Le philosophe a une disposition naturelle à s'élever. Il a des ailes et n'a pas besoin, comme les précédents, de se séparer du monde sensible. Il se meut vers les hauteurs. Mais sa marche est incertaine et il n'a besoin que d'un guide. Il faut lui montrer la route et le conduire, car il est détaché des choses sensibles, et depuis longtemps. Il faut donc lui donner les sciences pour l'habituer à la notion des êtres incorporels et assurer en lui cette notion. Il les recevra facilement parce qu'il est ami du savoir. Comme il est vertueux par nature, on élèvera ses vertus à leur plus haut degré.
Puis après les sciences, il faut lui enseigner les arguments de la dialectique et en faire un dialecticien. Qu'est-ce que cette dialectique qu'il faut enseigner aussi aux musiciens et à l'amant? C'est une science qui, pour chaque objet donné, rend capable d'exprimer par un discours ce qu'est cet objet, en quoi il diffère des autres et ce qu'il a de commun avec eux, parmi quels objets, dans quelle classe il se trouve. Elle détermine encore si l'existence lui appartient, quel est le nombre d'êtres d'un genre donné et le nombre d'êtres qui n'appartiennent pas à ce genre mais en diffèrent. La dialectique porte encore sur le bien et son contraire et sur toutes les espèces subordonnées au bien et à son contraire. Elle définit l'éternel et le non-éternel, procédant toujours scientifiquement et non par opinion. Elle arrête nos errements à travers les choses sensibles en se fixant dans l'intelligible, et c'est là qu'elle borne son activité. Elle éloigne le mensonge et nourrit notre âme, selon le mot de Platon dans La plaine de la vérité. Elle use de la méthode platonicienne de division pour discerner les espèces d'un genre, pour définir et pour arriver au genre premier. Par la pensée, elle fait de ces genres des combinaisons complexes jusqu'à ce qu'elle ait achevé de parcourir le domaine intelligible. Puis par une marche inverse, celle de l'analyse, elle revient au principe. À ce moment, elle est en repos et reste en repos tant qu'elle est dans le monde intelligible. Elle ne fait plus de recherches curieuses. Elle se ramasse en une unité. De là-haut, elle considère la logique qui traite des propositions et des syllogismes et les lui laisse comme on laisse à d'autres l'art d'apprendre à écrire. Parmi les formes de ces raisonnements, certaines s'imposent nécessairement et avant toute éducation technique. La dialectique soumet à son examen ses formes naturelles ainsi que les autres, et elle estime que les unes sont utiles, tandis que les autres sont superflues et ne sont bonnes que dans les traités techniques qui s'occupent de ces questions. D'où la dialectique tire-t-elle ses principes? C'est l'intelligence qui donne des principes évidents, à condition que l'âme puisse les recevoir. De là, la série de ces opérations, elle compose, combine et divise, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'intelligence complète. La dialectique, dit Platon, est le plus pur de l'intelligence et de la prudence. Étant la plus précieuse de nos facultés, elle se rapporte par conséquent à l'être et à la réalité la plus précieuse, à savoir la prudence à l'être, et l'intelligence à ce qui est au-delà de l'être. Quoi donc? La philosophie n'est-elle pas précieuse entre tout? Oui, mais la dialectique lui est identique, ou du moins en est la partie précieuse. N'allons pas croire en effet qu'elle est un simple organe du philosophe, qu'elle soit simplement un ensemble de théorèmes et de règles. Elle porte sur des réalités, et sa matière ce sont les êtres. Mais c'est qu'elle a une méthode pour aller jusqu'aux êtres, et elle possède en même temps que les théorèmes, les réalités elles-mêmes. Elle ne connaît que par accident l'erreur et le sophisme. Quand un autre les commet, elle les discerne comme une chose qui lui est étrangère. Elle connaît l'erreur par la vérité qui est en elle, lorsqu'on lui présente une affirmation contraire à la règle du vrai. Elle ignore la théorie des propositions, qui sont à elle comme les lettres sont à un mot, mais connaissant la vérité, elle sait ce qu'on appelle une proposition et d'une manière générale, elle connaît les opérations de l'âme. La proposition affirmative et la négative, la règle. Si on nie le conséquent, on pose le contraire de l'antécédent, et autres règles analogues. Elle sait si des termes sont différents ou identiques, mais elle a toutes ces connaissances d'une manière aussi immédiate que la sensation perçoit les choses, et elle laisse à ceux qui ont le goût de cette étude le soin d'en parler avec minutie. Donc, la dialectique est une partie de la philosophie, et précieuse entre toutes. La philosophie a d'autres parties. Elle étudie la nature avec l'aide de la dialectique. Et si l'arithmétique aussi et d'autres arts usent de la dialectique, la physique en est bien plus proche et tire bien plus d'elle. La philosophie étudie la morale en partant encore de la dialectique. Elle y ajoute les bonnes habitudes et les exercices d'où elles proviennent. Les habitudes rationnelles tirent leur caractère propre de cette origine dialectique. Bien qu'elles soient engagées dans la matière, elles gardent beaucoup de la dialectique.
Si les autres vertus ne font qu'appliquer le raisonnement à des passions et à des actions qui sont particulières en chacune, la prudence, elle, est une espèce de raisonnement qui vise davantage au général. Elle se demande si la conduite est conséquente, si dans le cas présent il faut s'abstenir d'une action ou l'accomplir, ou s'il y en a une meilleure. Mais c'est la dialectique et la sagesse qui fournissent à la prudence les règles absolument universelles et sans matière qu'elle utilise. Est-il possible que ces vertus inférieures existent sans la dialectique et la sagesse? Oui, sans doute, mais elles sont imparfaites et défectueuses. Est-il possible, sans ces vertus, d'être un sage et un dialecticien? C'est impossible, car elles grandissent avant la sagesse ou bien en même temps qu'elle. Peut-être arrive-t-il qu'on possède les dispositions naturelles à la vertu qui deviennent des vertus parfaites lorsque la sagesse s'y joint. En ce cas, la sagesse serait postérieure à ces penchants naturels, et elle viendrait après eux pour perfectionner notre moralité. Ou bien, si l'on a des dispositions naturelles à la vertu, ces dispositions et la sagesse se développent et arrivent à leur terme en même temps. C'est que alors la sagesse prend ses dispositions pour les perfectionner, car d'une manière générale, la disposition naturelle à la vertu n'est qu'une vue imparfaite du bien et une moralité incomplète. Et le plus souvent, la sagesse et la vertu débutent par cette disposition naturelle.